Exocet. Le bizarre, l'inclassable, le décalé, sur Rage. Et bienvenue sur Exocet, bienvenue dans l'émission de l'étrange, du décalé, de l'insolite, avec Thomas ce soir qui aime un costard, Thomas. Et voilà, quasiment, oui, j'ai envie de dire. Par Franchement, respect, je dirais, c'est ça me bizarre fait plaisir, à côté de nous. ça me touche. Mais attends, c'est Exocet, quoi, je veux dire, je suis obligé de faire un minimum, quand C'est même. vrai, mais Mika, ça serait plutôt bonnet, par exemple, c'est une autre école. Franchement, je suis venu quand même, tu vois. Voilà, ça en a le bonnet, le costard, et moi ça me touche un petit peu, cette diversité, cette variété au niveau de l'animateur et du chroniqueur. C'est que dans Exocet, ça. C'est vrai, Ouais. tu ne trouveras pas d'émission aussi variée au niveau vestimentaire. Et ce soir dans Exocet, on va parler de contre-culture et de post-humanité. Alors des mots qui s'ouvrent sur de nombreux horizons. Et cette émission sera basée donc sur un livre qui est sorti il y a quelques semaines et qui s'appelle donc Les utopies post-humaines. Un livre qui a été écrit par Rémi Jussan et alors ce livre nous raconte l'histoire de la contre-culture d'une façon générale au fil du XXe siècle et de l'avènement de ce qu'on appelle aujourd'hui la post-humanité, c'est-à-dire ce qui va succéder à l'homme, à l'humanité, parce que plus ça va, plus on s'aperçoit qu'on va probablement fabriquer notre propre descendance, et donc ce livre explore toutes les pistes qui pourraient nous permettre de deviner à quoi ressemblera ce futur. Alors il y a des pionniers dès les années 30 qui commençaient déjà à défricher des voies différentes, de nouvelles visions du monde, et c'est des pionniers qui apportaient des idées dangereuses entre guillemets, comme on dit, puisque par exemple Darwin, quand il a expliqué que l'homme descendait du singe, c'était une idée dangereuse à son époque, dangereuse pour lui déjà parce que donc il s'est fait lyncher très clairement, C'est clair. et dangereuse dans le sens où ça peut bouleverser totalement la vision qu'on a de l'humanité. Donc c'est des idées dangereuses au sens où elles peuvent être vraies. Donc c'est pareil pour Galilée, c'est pareil Voilà, pour ce que tous j'allais les- dire. Donc Galilée, même topo. Voilà, c'est pareil pour tous ces grands découvreurs qui à un moment donné possédaient une idée qui était capable de bouleverser le monde et de changer et de faire changer à la planète de paradigme. Alors le paradigme, c'est un mot qui est assez à la mode dans ce milieu-là et qui signifie donc vision globale du monde. Et alors donc dans les années 30, il y avait notamment Alfred Korzybski qui a donc été un des premiers à postuler que le langage influençait directement la pensée. Comme si on était tous un peu prisonniers de nos mots et que ces mots n'étaient pas assez vastes pour exprimer la pensée. Par exemple, donc Korzybski explique que il y a des mots ou des expressions qui sont archaïques et qui limitent notre vision des choses. Par exemple, on dit encore aujourd'hui le soleil se couche, alors qu'on sait très bien que la Terre tourne autour du Soleil, mais malgré ça, on garde des expressions archaïques, et c'est vrai que c'est pas avec ça qu'on pourra prendre conscience pleinement que la Terre est comme un énorme vaisseau spatial qui tourne autour du Soleil, ce qui est pourtant la réalité donc. Et c'est valable pour beaucoup d'expressions, beaucoup de mots, et par exemple, un cas qui est fréquemment cité à ce niveau-là, c'est celui des Indiens Hopi, qui ont donc une manière différente de voir l'avenir et le passé, parce que pour eux, dans leur langage, l'avenir, ça se rapproche du rêve finalement. L'avenir, c'est ce qui n'existe pas. C'est ce qui n'a pas encore existé, et on s'est aperçu qu'ils avaient donc une notion différente du passé et du futur à cause de leur langage, à cause des mots dans lesquels ils enfermaient ces notions de passé et de futur. Et donc voilà, ce Korzybski a été, oui. Enfin, donc quelque part, le postulat, on peut dire, c'est que notre langage limite notre réflexion et Exactement. et impose une certaine vision en fait du monde C'est à exactement, tout un chacun. c'est exactement l'idée. Et donc Korzybski a par exemple développé un langage qu'il a appelé le E-Prime, donc l'English Prime, c'est-à-dire un anglais, mais qui était dépouillé de mots qui peuvent un petit peu transformer la vision qu'on a de la réalité. Par exemple, un exemple qui est cité dans le livre, c'est on dit George est un imbécile. Donc ça peut être n'importe quel George, George américain éventuellement. Est-ce que ça peut être un Thomas? Ah, si Non, vous non, voulez, ça, on ça peut le n'arrive faire avec un jamais, Thomas ça. aussi, mais bref. Et donc, George est un imbécile. Si on dit ça,
on va limiter ce George à ce seul caractère d'imbécilité. Alors que si on creuse un petit peu le personnage, George, ça peut être aussi donc Un con. ça peut Mais donc Georges, c'était pas le bon exemple alors. voilà, mais ça peut être Parce que creuser dans Georges. ça peut être un excellent mari, ça peut être un père de famille émérite. Et donc dans l'E-Prime, Korsbisky avait essayé de virer le verbe être pour éviter d'être trop catégorique. La plupart du temps, ce qu'on croit être la réalité, c'est avant tout une opinion, une vision très personnelle de la réalité. Alors que si on avait effectivement un langage moins fermé, on pourrait s'ouvrir davantage. C'est vrai que le verbe être, ça impose une condition et un aspect à une chose ou à quelqu'un. Catégorique. Voilà, c'est catégorique, il y a pas moyen, il est comme ça quoi. Et Donc voilà. très souvent, voilà, on confond l'opinion avec le réel. Pourtant, l'être, c'est un joli arbre. Et voilà. Donc Ça commence très très fort. Ça commence à 19h21. Ça se faisait un petit peu attendre la vanne du Mika. voilà, mais ça y est, elle est tombée. Mais je pense que ça valait le coup. Mais donc dans un sens, il vaut mieux. Enfin, dans un sens, il vaut mieux. Je sais pas s'il vaut mieux, mais il serait plus logique et plus cohérent et plus ouvert de la part de l'homme de dire je pense que Georges est un imbécile en fait. Exactement. Et alors là, écoute, tu viens tout simplement de décrire le principe du E-Prime, donc ce langage-là, D'accord. qui consiste à émettre toujours une certaine distance et du recul par rapport aux opinions pour bien comprendre que c'est avant tout une vision du monde qu'on émet et pas la réalité absolue. Alors ensuite, parmi les pionniers des pensées alternatives, il y a Buckminster Fuller qui est un génie absolu, donc génie du XXe siècle. Et ce Buckminster Fuller, il a inventé beaucoup de choses, notamment le dôme géodésique. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Le dôme géodésique, c'est par exemple le dôme qu'on peut voir à la géode, une espèce de sphère qui est composée de triangles. Et alors le but de Buckminster Fuller, c'était de faire ce qu'il appelait le nature design, c'est-à-dire de comprendre comment étaient fabriqués les objets les plus simples dans la nature, les formes les plus simples. Et par exemple, il expliquait que pi dont on se sert pour tracer les cercles, la nature ne l'avait pas pi, puisque c'est un chiffre qui ne s'arrête pas. Donc la nature, pour faire des bulles, de quoi elle se sert ? Elle se sert de dômes géodésiques, donc de minuscules triangles à l'échelle des nanomètres, tu vois, voilà. Ouais. Et donc Buckminster Fuller avait émis des hypothèses qui ont été vérifiées récemment dans la nanotechnologie, notamment en ce qui concerne la forme de certains objets. Donc une bulle de savon, si on l'observe de près en fait, n'est pas parfaitement ronde. Elle est constituée de multitudes de petites facettes qui font un ensemble rond de visu, mais qui n'est pas réellement rond. Exactement, c'est comme ça que la nature fonctionne. Et il se trouve que ce dôme géodésique, alors à l'époque où Buckminster Fuller avait proposé toutes ces idées-là, bon, c'était dans les années 50, et il disait, moi, j'œuvre pour dans 50 ans. Donc on y est aujourd'hui. Et en fait, ces idées se sont vraiment répandues puisqu'on trouve des milliers aujourd'hui de dômes géodésiques, et il se trouve que c'est un petit peu le logement humain optimal, puisque donc déjà c'est pas cher, c'est la forme la plus résistante qui soit, et plus c'est gros, plus c'est résistant, donc il y a beaucoup de qualités comme ça. Et ce Buckminster Fuller, il a aussi inventé le World Game, qui est une espèce de simulation de gestion de la planète avec des dizaines et des dizaines de joueurs. Alors au départ, on donne à chacun des joueurs des ressources, des ressources naturelles, et ils essaient de gérer au mieux pour pas que la planète s'effondre. C'est le genre de jeu qui permet donc d'avoir des déclics de conscience et comprendre le genre de danger auquel la planète s'expose. Donc si on continue à faire les cons. Et c'était toujours dans cette optique de faire changer les mentalités, de faire changer de paradigme. Et donc il y avait aussi Gregory Bateson, qui était un anthropologue assez déterminant dans le monde de la pensée alternative. Et lui, il proposait une nouvelle vision de l'esprit carrément, et il a influencé beaucoup l'école de Palo Alto. Alors ça, c'est une école qui a un petit peu bouleversé la psychologie, la façon de voir les choses. Et le truc le plus célèbre de Gregory Bateson, c'est la double contrainte. Alors ça, la double contrainte par exemple, c'est si admettons par exemple que je te dise sois spontané. Non. Tu ne peux pas. Tu ne peux tout simplement. Tu es bloqué. C'est une double contrainte parce que si je te dis sois spontané, quoi que tu fasses, si tu es spontané parce que je te le dis, tu n'es pas spontané. Et si tu ne le fais pas, tu désobéis. Donc voilà, c'est des doubles contraintes. Et donc voilà, c'est des espèces de casse-têtes qui sont inclus dans le langage. Et Gregory Bateson considérait la schizophrénie comme une sorte de double contrainte, mais comportementale. Et donc pour se sortir de situations dans lesquelles on est bloqué aux deux bouts, alors il prône une espèce de voie de côté, de voie alternative. Par exemple, dans les enseignements de Bouddha, donc il dit à un moment donné, pour atteindre l'illumination, il faut se libérer du désir, et donc il faut
désirer se libérer du désir. Donc il y a un paradoxe interne, et pour essayer de sortir de ça, les bouddhistes pratiquaient ce qu'on appelle le koan, c'est-à-dire des petites phrases absurdes pour essayer de se vider la tête et oublier qu'on désire ne plus désirer. Alors par exemple, t'as plein de koan comme ça, genre il y en a des classiques, genre quel est le bruit d'une seule main qui applaudit, ou alors est-ce que quand un arbre tombe dans la forêt et qu'il y a personne pour l'écouter, est-ce qu'il fait quand même du bruit? Voilà, c'est des propositions absurdes qui font comme une espèce de petit vide dans la tête et qui permettent d'arrêter de réfléchir. Et enfin voilà, donc il proposait une vision totalement différente de la psychologie et de l'esprit humain, et donc c'était les précurseurs de ceux dont on va parler par la suite, donc qui ont lancé la révolution neurochimique des années 60 avec le mouvement hippie et l'explosion des hallucinogènes et des psychotropes, puisque donc le LSD a fait surface, donc le LSD qui avait été découvert par Albert Hoffman dans les années 40, mais là c'était une explosion. Donc le LSD était utilisé de manière expérimentale sur les soldats, sur les malades mentaux, pour voir un petit peu s'il y avait moyen d'en tirer quelque chose, et puis on s'est vite aperçu donc que ça faisait partir les malades encore plus en vrille que ce qu'ils étaient déjà, et les soldats n'en parlons pas. Et d'ailleurs il y a un petit documentaire assez terrible sur les expérimentations au LSD sur des soldats, donc un documentaire qui doit dater des années 50-60, et on voit par exemple un soldat qui a peur de son ombre, un autre qui sait plus du tout comment marche un fusil, et c'est trop fort, et donc on comprend qu'ils aient pas poussé davantage l'expérimentation parce que ça ne serait pas sérieux. Et c'est là qu'intervient un certain Timothy Leary, qui est donc la figure même de la contre-culture. Et Timothy Leary, à la base, c'est un professeur de Harvard, donc éminent professeur, qui un jour a découvert donc le LSD, qui est parti dans un trip qui a été comme un déclic, un flash, et il s'est dit mais c'est ça l'évolution de l'humanité, c'est le moyen d'élever les consciences. Donc il est parti vraiment dans une espèce de croisade psychotrope, je dirais. Il était persuadé de réveiller l'esprit de l'Amérique avec ça, donc il a commencé à prendre du LSD avec des élèves de Harvard. Et là, il s'est fait virer très très vite de l'établissement prestigieux. Normal. Ils sont pas ouverts à Harvard. Mais faut dire aussi que c'était vraiment pas le même contexte qu'aujourd'hui, quoi. Là, à l'époque, comme je vous le disais, il y avait des expérimentations en laboratoire, etc. Oui, puis c'était un truc nouveau, donc. C'était nouveau, donc il n'y avait pas la même côté aura drogue. Voilà, ouais. c'était pas aussi diabolisé qu'aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas, donc, qu'il s'est fait éjecter d'Harvard avec deux de ses collègues qui étaient un peu dans le même esprit. Et là, c'est devenu le gourou absolu de ce mouvement-là. Et parallèlement à ça, il y a aussi les Merry Pranksters qui sont donc un groupe de hippies qui est devenu culte par la suite. Donc il y a un livre qui s'appelle Acid Test qui raconte leur histoire, leur voyage à travers les États-Unis. Le chef des Merry Pranksters, c'était Ken Kesey, qui est l'auteur notamment de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Pareil, Ken Kesey, pour se faire quelques sous, il est allé dans un laboratoire tester du LSD. Là, il a eu comme une espèce de révélation, et donc il a traversé l'Amérique après avec les Merry Pranksters, qui étaient donc des hippies complètement barges et tarés. Le livre est vraiment hallucinant, Acid Test. Et donc, ce qui est assez drôle, c'est que dans cette époque-là, alors que donc je suis en train de parler de substances hallucinogènes, il y a un vrai lien avec ce que va devenir par la suite la cyberculture. En fait, on est vraiment au carrefour des contre-cultures, puisque donc déjà Timothy Leary, qui a toujours senti les choses venir à l'avance, là était l'apôtre des substances hallucinogènes, mais par la suite est devenu le prophète carrément des ordinateurs et des réseaux. Et il y a des personnages vraiment fous, comme par exemple John Lilly. Alors John Lilly, il a vraiment fait le lien entre cette génération des hallucinogènes et la génération ensuite des ordinateurs, puisque donc c'était un scientifique surdiplômé, John Lilly, et il a inventé le caisson d'isolation, qui était assez tendance il y a quelques années, par exemple dans les salons de beauté ou quoi. Donc c'est une sorte de sarcophage dans lequel on rentre, on ferme le coffre, on est dans du liquide à 37 degrés, et le but c'est de ne plus rien sentir, de ne plus rien voir, de ne plus rien entendre. Et donc John Lilly faisait des sessions régulières dans son propre caisson qu'il avait inventé, avec du LSD notamment, et là il est parti dans des tripes, il est même complètement parti en couille, je pense qu'on peut le dire, puisqu'il était persuadé d'avoir été en contact avec des entités supérieures qui lui expliquaient ce que serait l'avenir de l'humanité. Donc ce mec par la suite est devenu une figure, vraiment un personnage complètement farfelu. Timothy Leary expliquait que donc on pouvait jamais s'attendre à ce qu'il allait faire. Il s'était fait greffer un sein par exemple, enfin, un mec complètement barge, et donc voilà, c'est dans cette fourmilière donc. Cette fourmilière que va exploser vraiment la contre-culture et s'ouvrir au grand public, et
c'est là donc qu'on passe à la cyberculture dans les années 80, où l'idée de réseau, l'idée d'ordinateur commence à marcher de plus en plus. Et là donc on retrouve Timothy Leary. On le retrouve à la barre un petit peu. Avec un écran greffé sur le front. Et donc, lui, carrément, il n'hésitait pas à dire que le LSD des années 80, le LSD de la nouvelle génération, c'était les ordinateurs, parce qu'il y avait cette idée donc d'élever la conscience humaine par un autre biais, donc là en l'occurrence par le biais des machines. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous ces gens qui ont suivi Leary dans sa croisade pour le LSD, et d'ailleurs dans le film Las Vegas Parano, il y a une phrase qui résume assez bien, donc une phrase de Hunter Thompson qui dit en gros que ce que Leary n'avait pas prévu, c'était la vague de zombies qui a succédé à l'âge d'or du LSD dans les années 70, puisque faut quand même dire qu'il y en a pas mal qui sont restés complètement niqués de la tête à cause de ça. Et donc clairement c'était une mauvaise piste au départ. Et donc là voilà, dans les années 80, Leary se rebondit dans le domaine des ordinateurs. Et là, beaucoup de pistes pour l'avenir de l'humanité, notamment dans la vie artificielle par exemple. La vie artificielle dans un ordinateur, qu'est-ce que c'est ? C'est comme, il y a beaucoup de petits programmes, comme par exemple NetLogo, des petits programmes qui ressemblent un peu à des grilles, dans lesquelles on part d'une petite particule, un petit pixel. On intègre des lignes de code. Par exemple, on dit si tel pixel se retrouve à côté de notre pixel, il doit se multiplier par 2, ou sinon il doit mourir, etc. Et en fait, on donne des petits ordres de base pour que les pixels se comportent comme les cellules, les cellules à l'aube de la vie, à l'ère cambrienne, pour voir si, à partir d'une machine, on peut obtenir quelque chose qui ressemble à de la vie. Parce que c'est vrai qu'à la base, on était tous des êtres unicellulaires, et puis tout ceci s'est multiplié, s'est agrégé, et donc là, c'est ce qu'essayaient de faire donc ces découvreurs de la vie artificielle sur ordinateur. Alors, il y a beaucoup d'anecdotes. Par exemple, un des papes de la vie artificielle dont j'ai oublié le nom, qui avait créé donc un de ces programmes-là. Et un soir, face à une figure, parce que donc tout ça grouille et forme des figures, et finalement du chaos émerge une sorte d'ordre. Et donc un de ces scientifiques-là disait qu'un soir, face à une figure particulièrement complexe, il avait eu l'impression que tout à coup dans la pièce, il y avait eu une entité intelligente qui était apparue, comme si la vie donc était née dans l'ordinateur. Enfin, c'est marrant parce que la science se mêle au mysticisme, se mêle à la magie dans l'histoire de la contre-culture, et c'est assez kiffant, à condition bien sûr de prendre du recul. Ou du LSD. Non, du recul. Juste du recul, attention, oui. Et alors, il y a des personnages comme ça, à mi-chemin entre la science et la magie, qui égrènent l'histoire de la contre-culture, notamment Aleister Crowley, qui était une sorte de sorcier du XXe siècle, une sorte de magicien, et qui a notamment inspiré Timothy Leary, par exemple. Alors lui, donc, il officiait dans les années 30, Aleister Crowley, et il explorait donc effectivement des voies différentes. Et entre deux invocations d'anciens démons ou de monstres sacrés, il réfléchissait aussi sur la nature du cerveau, etc. Et il y a un truc assez intéressant, c'est que Aleister Crowley est réputé pour avoir influencé directement Ron Hubbard, donc le créateur de la secte de Scientologie. Et quand on creuse un petit peu le personnage d'Aleister Crowley, on se dit que il aurait peut-être voulu lui aussi réussir à bâtir une secte aussi lucrative que celle-là, et donc apparemment il aurait juste réussi à influencer un de ses disciples. Et donc voilà. Rémi, donc tu es l'auteur d'un livre qui est sorti chez Omniscience qui s'appelle Les utopies post-humaines, contre-culture, cyberculture et culture du chaos. Alors est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce livre ? Qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire ? En fait, ce qui m'a poussé à l'écrire, c'était des idées qui m'intéressaient depuis longtemps, et un jour, en discutant avec une des personnes qui allaient devenir mes éditeurs, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de livre introductif sur cette espèce de contre-culture technologique, que c'était quelque chose de totalement inconnu en France et qu'il n'y avait rien pour le grand public qui lui permettrait de pénétrer là-dedans, ce qui est dommage parce que c'est une culture qui effectivement pénètre complètement l'Internet, par exemple. Donc c'est assez important de la connaître aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer donc ce qu'implique ce concept de contre-culture ? Alors en fait,
la contre-culture, c'est quelque chose de très général. Il y en a des centaines des contre-cultures. Hein. La contre-culture que j'aborde spécifiquement dans ce bouquin, c'est ce que j'appelle la contre-culture technologique, et qui est liée, historiquement, à ce qu'on a appelé la contre-culture américaine, c'est-à-dire, grosso modo, ce qu'on appelle le mouvement hippie. D'accord. Hein, donc j'emploie contre-culture dans plusieurs sens, c'est-à-dire dans le sens d'abord historique, c'est-à-dire ce mouvement des années 60 lié au mouvement hippie, et aussi l'idée d'une culture qui n'est pas reconnue, c'est-à-dire qui existe, qui a de l'influence et qui n'est pas reconnue, je dirais, par les voies officielles. C'est pas forcément une culture qui se veut subversive ou attaquante. D'accord. Je dirais qu'elle est contre-culture comme on peut parler d'un contre-champ. C'est-à-dire, c'est un ensemble d'idées qui flottent et qui n'ont pas de voix précise et officielle qui permet de dire ça, c'est la culture qui existe à cette époque. Par exemple, c'est effectivement les idées qui passent dans la science-fiction, dans la bande dessinée, chez des auteurs un petit peu borderline, etc. Justement, dans ton ouvrage, tu cites beaucoup de personnages qui ont marqué l'histoire de cette contre-culture. Donc, est-ce que tu pourrais nous dresser un petit peu la sainte trinité de la contre-culture? Donc, déjà en commençant par le personnage le plus emblématique selon toi. Le personnage le plus emblématique, c'est Timothy Leary. Ça ne veut pas dire que la contre-culture, c'est lui. Hein, c'est-à-dire que Timothy Leary est quelqu'un qui fait un petit peu penser, je dirais, à David Bowie. En ce sens que c'est quelqu'un qui a senti, puisqu'il est mort maintenant, où le vent tournait à chaque fois et qui a su s'entourer des bonnes personnes et être influencé par les bonnes personnes. D'accord. Donc, c'est pas quelqu'un qui est, je dirais, complètement à l'origine de tous ces mouvements, mais c'est quelqu'un qui en a été en quelque sorte le miroir le plus fidèle. Alors donc dans cette sainte trinité, on met bien entendu Timothy Leary en premier. Quelqu'un comme Stewart Brand est extrêmement important, mais discret, par exemple. Alors, est-ce qu'on peut rappeler donc qui est ce Stewart Brand? C'est quelqu'un, justement, c'est assez curieux parce que quand j'ai écrit le livre, je le considérais pas spécialement comme quelqu'un d'important. Et c'est petit à petit en l'écrivant que je me suis dit, mais il a été là, il a été là, il a été là. Stewart Brand est quelqu'un qui était dans les années 60 aux côtés de Ken Kesey, c'est-à-dire les premiers hippies, le groupe rock Grateful Dead, etc., qui ensuite a été l'un des premiers popularisateurs de l'ordinateur personnel, du micro-ordinateur, et qui donc, en gros, est un personnage qui traverse toute l'histoire, qui va des débuts de ce qu'on appelle pour le coup la contre-culture, jusqu'à ce qu'on a vraiment appelé la cyberculture, la culture de la Silicon Valley, etc. Et il a été très influent à tous ces niveaux. Donc c'est quelqu'un de très très important, mais de très discret finalement dans sa carrière. Et enfin, dans la Sainte Trinité, il y a quand même un écrivain très important, c'est William Burroughs, qui lui aussi fait le lien, alors je dirais entre les trois phases de la contre-culture, c'est-à-dire la contre-culture hippie, et pour cause, puisque c'est un des auteurs de la Beat Generation, la cyberculture par son goût pour les ordinateurs, pour les théories de l'information, etc. Et enfin, ce que j'appelle la culture du chaos, c'est-à-dire effectivement cette espèce de mélange de biologie et d'occultisme qui caractérise un petit peu les courants underground aujourd'hui. Dans ton livre, tu parles notamment d'un ouvrage de Bruce Sterling, donc qui s'appelle La Schismatrice. Et dans ce livre, on voit l'humanité se diviser en différentes sphères d'évolution. Et donc, est-ce que toi, tu vois une direction particulière s'ouvrir plus nettement que les autres actuellement? Je pense que la direction particulière, ça va justement être la schismatrice. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que ce qui est intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a division. C'est-à-dire que les gens commencent à se composer pour l'instant leur propre culture, notamment en allant simplement en se connectant sur les sources d'informations qu'ils préfèrent, commencent à adopter leur propre esthétique. Et imaginons un petit peu la suite avec les implants cérébraux, avec tout ce qui peut suivre sur le plan scientifique, jusqu'où les gens vont pouvoir se recréer eux-mêmes. Et donc pour toi, puisqu'on parle comme ça d'événements clés, quels sont les événements les plus significatifs, disons ces 10 dernières années ou même ces 20 dernières années, de l'avènement d'une post-humanité? Alors on va parler du plus symbolique, c'est-à-dire celui qui fait que maintenant tout le monde parle de post-humanité et que personne n'en parlait il y a quelques années, c'est le clonage. Ceci dit, c'est vrai que est-ce vraiment quelque chose de si fondamental que ça? C'est-à-dire que ça a beaucoup marqué les esprits. Est-ce que même si demain, c'est vrai que le clonage thérapeutique serait une chose absolument extraordinaire,
même si demain le clonage reproductif se répandait, est-ce que ça changerait tellement les choses? Personnellement, j'en suis pas complètement persuadé. Bon, pour en revenir aux choses importantes, je pense que bon, l'Internet, qui a maintenant plus de 10 ans, Ouais. est quand même quelque chose qui est d'une importance absolument fondamentale. C'est-à-dire, je pense que c'est quand même ce qui va contribuer le plus encore à changer les mentalités. Alors maintenant, ce qui risque de se passer, qui est lié à l'Internet, et c'est ce qu'Howard Rheingold appelle les smart mobs, etc., et dont je traite un peu dans la partie sur la culture du chaos, c'est effectivement, c'est pas vraiment une technologie, c'est plutôt un concept. Il va falloir de plus en plus se frotter à la notion d'intelligence collective. Ouais. L'idée de cerveau global dont parle Howard Bloom, par exemple, dont tu parles aussi dans ton livre. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on va se retrouver de plus en plus avec des... Bon, ça a toujours été le cas, hein, des phénomènes émergents de foule, de culture, etc. Il y en a toujours eu, quoi. Mais c'est vrai que quelque part, ils étaient hors de la sphère de la réflexion scientifique ou de la réflexion pratique, et que maintenant, il va falloir commencer à y penser très sérieusement. Et c'est vrai qu'avec l'Internet, avec maintenant les portables, etc., et imaginons la suite, des réalités virtuelles, des implants, etc., on va se retrouver face à des émergences de phénomènes collectifs qui vont être tout à fait nouvelles et qu'il va falloir commencer à comprendre. Et donc, si par exemple on pouvait spéculer librement là maintenant tout de suite, comment, ou plutôt, qu'est-ce que toi tu aimerais voir d'ici 20 ans par exemple, comme grand changement fondamental? D'ici 20 ans, bon, moi ce que j'aimerais voir, c'est effectivement les progrès de la médecine. Je crois que tout le monde le souhaite. Hein. Les fameux 3 ponts là dont tu parles aussi. Oui, ça c'est un autre sujet. C'est effectivement la théorie de Ray Kurzweil sur l'accession à l'immortalité. C'est-à-dire qu'effectivement, d'après Kurzweil et d'autres auteurs, on serait pas loin d'abolir complètement le vieillissement. Ouais. Bon, est-ce possible, ne l'est-ce pas? Ça, je trouve que ça serait une très bonne idée, mais ça s'arrête là pour moi, quoi. C'est-à-dire, effectivement, je peux pas aller plus loin dans les affirmations. Et ce que dit Kurzweil, c'est qu'en fait, il y a 3 ponts. C'est-à-dire qu'en fait, le premier pont, c'est avoir aujourd'hui une vie très saine. Qui nous permet d'atteindre le deuxième pont d'ici les années 2010-2020, où on commencera à bénéficier de nouvelles thérapies, de médicaments géniques, etc., qui nous permettront de reculer encore plus le vieillissement. Ouais. Et enfin d'atteindre le troisième pont, qui est en gros celui du cyborg, où notre corps sera progressivement remplacé ou doublé par une équipe de nanorobots, d'organes artificiels, etc., ce qui nous assure une immortalité totale sur je dirais pas l'infinité du temps, puisqu'un jour les protons eux-mêmes disparaîtront, mais disons sur un certain temps, quoi. Et alors, d'ailleurs, à ce sujet-là, une des idées les plus excitantes que tu évoques aussi, c'est celle d'uploading du cerveau, donc transférer le contenu d'un cerveau dans une machine, et puis donc là, par définition, devenir totalement immortel. Oui, alors ça, c'est vraiment l'idée c'est l'idée centrale de ce qu'on a appelé le mouvement transhumaniste, extropien, etc., qui est un mouvement américain. C'est une assez vieille idée de science-fiction, d'ailleurs, l'idée du uploading, parce que... Bon, si mes souvenirs sont bons, on la retrouve plus ou moins dans Zardoz, même dans les vieux Bob Moran que je lisais quand j'étais gosse, l'ombre jaune s'uploadait d'un corps à l'autre. Ouais. Donc c'est une assez vieille idée, mais dont on commence à penser sérieusement qu'effectivement, sachant que notre cerveau est un ensemble de connexions, si on arrive à scanner l'ensemble des connexions qui forment ce cerveau, qui forment notre esprit, pourquoi ne pas les reproduire sur un meilleur support ? Voilà, absolument. Et donc justement dans ton livre, tu parles de scientifiques et donc qui auraient imaginé des formes plus optimales pour servir l'intelligence. Donc des espèces Tout à fait. Ça c'est Moravec par exemple. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, et ça sur ce point, moi je suis un petit peu réservé. C'est-à-dire que par exemple, Moravec parle de ce qu'on appelle le robot, de ce qu'il appelle le robot arborescent, qui est une espèce d'arbuste dont les branches vont jusqu'à la taille, sont capables de manipuler jusqu'à des atomes, quoi, et qui peut lui-même atteindre par contre une taille gigantesque, et qui permettrait effectivement, c'est une créature purement spatiale qui n'a même plus besoin de planète pour vivre. Voilà. Pour revenir sur Timothy Leary, il avait émis l'envie de se faire cryogéniser. Oui, tout à fait. Et donc finalement, la cryogénie, c'est une technologie qui était censée amener à l'immortalité en congelant les personnes malades, par exemple, et en imaginant que dans 50 ou 60 ans, on puisse les guérir, les faire revenir et donc les soigner. Et cette technologie-là, elle est un peu tombée en désuétude récemment, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait très peu de chances quand même qu'un cerveau congelé survive et tienne le coup durant l'opération. Comme a dit quelqu'un, et ça je sais plus quel est l'auteur, c'est dommage.
fromage, ça revient à essayer de prendre un hamburger et de le retransformer en vache quand même. Voilà, Bah. ouais, absolument. Alors là-dessus, les cryonicistes qui sont au courant de ça, qui sont pas parmi les plus intelligents, parce que bon, il y en a qui sont vraiment naïfs, etc., reconnaissent ces faits et disent oui, mais avec la nanotechnologie, on pourra reconstruire. Absolument. Alors là, c'est encore un autre problème, c'est-à-dire qu'effectivement, ça devient du décryptage d'une information qui a été perdue. Dans ton livre, tu parles de la nanotechnologie et tu cites notamment quelques experts du domaine qui imaginent une machine qui permettrait de fabriquer absolument tout ce qu'on veut, puisque les nanorobots pourraient agréger des molécules de tout et de n'importe quoi pour créer tout et n'importe quoi. Et donc là, ça serait une espèce de Graal ultime. On aurait une machine à fabriquer de la réalité. Dans Star Trek, hein, quand ils demandent, alors ils ont un synthétiseur de nourriture en fait, et ils disent bon, je voudrais un Ractagino frappé, et immédiatement apparaît un verre avec la boisson demandée, etc. C'est un assembleur de type assembleur nanotechnologique. Ce qui est un peu paradoxal dans Star Trek, c'est qu'ils ont d'un côté cette technologie et que de l'autre côté, leur vaisseau spatial a un côté années 50 qui est tout à fait retardataire par rapport à ce qu'ils possèdent à côté, quoi. Bon, maintenant c'est pareil, l'assembleur, pareil, moi j'ai pas le niveau pour dire c'est possible, c'est pas possible, hein, c'est pas du tout mon propos. Je constate seulement que la nanotechnologie, contrairement à la cryonique, est devenue une vraie science, mais au prix de l'abandon de ce genre d'idées. Ouais. C'est-à-dire que bon, on est beaucoup plus modeste maintenant. Rémi, je te remercie. Je rappelle donc que ton livre Les utopies post-humaines est sorti chez Omniscience et donc évidemment je le conseille à tout le monde. Je te remercie et te dis à bientôt. Ce soir exceptionnellement, c'est Thomas qui a préparé, qui a concocté les infos insolites. Les infos insolites cultes d'Exocet. Voilà, j'ai envie de dire la partie hebdomadaire commune à tous les Exocet, la partie mythique de l'émission. Voilà, et ça fait 2 ans que c'est moi qui les prépare à chaque fois. Et là, ça m'a fait comme un manque, un petit peu. Donc, je ne sais absolument pas de quoi tu vas parler, mais j'écoute ça avec intérêt. Avec intérêt et une petite larme au coin de l'œil, comme ça. Oui. C'est bon. Oui. Eh ben d'ailleurs, puisqu'on parle d'œil, la première insolite du jour nous vient tout droit des États-Unis, hein, où quand même il se passe régulièrement plein de choses intéressantes. Oui. Et là dernièrement, donc il y a un chat cyclope qui est né. Oh. Donc la photo, donc j'ai vu la photo, hein, c'est du très sérieux, c'est trouvé sur Yahoo, vraiment c'est du costaud. Alors en fait, c'est un chat tout simplement qui souffre d'une maladie qu'on appelle l'holoprosencéphalie. Et non pas Lolo Ferrari. Non. Et là, tu nais avec plusieurs seins. Alors, holo avec un H, hein, pas holo. Alors, en fait, c'est tout simplement une maladie qui cause des déformations de la boîte crânienne. Et du coup, en fait, suite aux déformations que le chat a subies au niveau de l'ossature de son cerveau, il s'est retrouvé en fait avec un seul œil à la place du nez. Donc, en plus, il a pas de nez. Il a en fait, ce chat ne ressemble, on peut le dire, à rien. Ce chat est un œil. Voilà, ce chat, il y a un corps de chat, rapidement, hein, parce qu'il est bien pelé quand même. Hein, c'est du vieux chat, il est bien pourri quoi. Oh le pauvre. Mais donc il a réussi à vivre comme ça pendant un moment. Et là, depuis quelques semaines, il est mort. Et comme sa propriétaire pense qu'il va pouvoir faire avancer la science dans un domaine ou un autre, alors ça je sais pas pourquoi c'est sa croyance, elle a fait un truc qui est un petit peu morbide, alors ça va être la séquence morbide de ce truc là, elle a tout simplement congelé, et là faut savoir donc que cette jeune américaine a un chat cyclope congelé dans son frigo. Et c'est sûrement la seule américaine de la planète d'ailleurs qui peut prétendre avoir un chat cyclope congelé quoi. Déjà avoir un chat cyclope. Déjà. Rien que ça. Mais alors très clairement sur le forum, on balancera la photo bien sûr de ce chat cyclope parce que je pense que ça c'est incontournable. C'est clair. Hein, et il est vraiment ça vaut le coup d'œil. Donc joli, très très joli, bravo. Alors je m'en vais, c'est bon. Vous avez plus besoin de moi là. Rage.fr, vous allez sur le forum topic Exocet, vous verrez le chat cyclope. À partir de demain au moins. Voilà, pour continuer sur des choses un petit peu plus joyeuses, mais quand même toujours anecdotiques et intéressantes, il vient d'ouvrir à Paris un tout nouveau bar. Alors c'est pas le premier du monde qui existe sur ce concept-là, puisqu'il y en a déjà 3 un petit peu partout. Alors il y en a un à Moscou sur ce concept, il y en a un en Suède, il y en a un aux États-Unis, et là maintenant il y en a un à Paris. C'est tout simplement un bar entièrement constitué de blocs de glace. Alors donc en fait il n'y a pas d'architecture et d'armature solide en béton, tout est construit dans des blocs qui font 1 mètre sur 1. Et il fait quand même -5 à l'intérieur du bar.
D'accord. Ce qui oblige les consommateurs tout simplement à devoir partir et faire une rotation toutes les demi-heures. Alors, faut savoir que les serveurs, eux, peuvent tourner que toutes les heures parce qu'ils sont équipés plus chaudement. De toute façon, à l'entrée du bar, on vous prête une parc à cash. D'accord. Et vous n'avez le droit de boire uniquement que de la vodka. Il n'y a que de la vodka à boire. Donc comme ça, Vodka. c'est dit. Vodka. Direct. Et donc voilà, tout nouveau concept de bar. Alors, l'intérêt, je ne sais pas vraiment. Disons que ça change de cadre. L'intérêt, Et que- c'est que les serveurs, c'est des ours polaires, l'intérêt. Ça, tu l'as pas mentionné? Non, intéressant. les serveurs ont l'air à peu près normaux, mis à part qu'ils sont habillés en combinaison de ski. Alors oui, effectivement, si ça a un intérêt au niveau esthétique, parce que c'est vrai que l'ambiance du coup à l'intérieur du bar est vraiment très spéciale, parce qu'en fait il y a tout un jeu d'éclairage, et vu que la glace a quand même des propriétés réflectrices et de diffraction de la lumière un peu particulière, ça crée comme une atmosphère un petit peu étrange et Oh là là. spatiale. Et c'est où déjà? Alors c'est à Paris, hein, et Paris, c'est à d'accord. Paris tout simplement. Tout simplement, faut déjà aller à Paris. Ouais. Et donc c'est le bar a ouvert là cette semaine. Voilà une info qui me fait froid dans le dos. Dis donc ça va être le concours, des blagues pourries. Patrick, il aime pas jouer, il est pas gentil. Si, moi je fais des petits bisous, je fais des petits bruits, des petits trucs pour ponctuer la vanne, parce que je ne sais plus quoi faire maintenant. Si je ris, c'est plus original. Donc... Alors, Alors, pour continuer sur des trucs un petit peu rigolos et insolites comme ça, en Angleterre vient d'être abrogée une loi qui en fait pendant plusieurs mois maintenant a causé des graves soucis administratifs, parce que il était interdit d'avoir sur les photos de passeport des enfants des signes distinctifs. Alors quand je dis signes distinctifs, vous me dites oui, effectivement, faut pas il lui est mettre un chapeau, des lunettes, etc. Mais ça allait plus loin que ça, parce qu'en fait le texte était tellement répressif que des passeports se sont vus refuser parce que la peau du gamin était trop brillante, par exemple. Donc on disait au gars, vous refaites la photo en mettant du fond de teint, ou parce que le gamin rigolait trop ou avait la bouche ouverte. Enfin vraiment des trucs cons. Voilà, des trucs cons, des tics qu'on fait quand on prend une photo. Et enfin je veux dire, on va quand même pas poser figé. Donc ça a posé des graves problèmes administratifs, parce qu'il y a des milliers de passeports comme ça qui ont été refusés uniquement parce que les gamins avaient ils étaient tout simplement eux, j'ai envie de dire, quoi. Ça me rappelle cet épisode de South Park où Kenny pose pour la photo de classe et qu'il met son cul à la place de sa tête, et on ne voit pas la différence puisque Ouais. c'est derrière la capuche. Excellent épisode. Excellent épisode, c'est vrai. Référence. Pour continuer sur les histoires de vodka, puisque je l'abordais tout à l'heure, à consommer avec modération, et il faut croire qu'en Russie ils sont pas forcément du même avis que moi, puisqu'ils sont au bord de... Alors si je qualifie ça de guerre civile, ça serait exagéré, mais en tout cas au bord de d'émeutes et de manifestations, tout simplement parce que Poutine a forcé les distilleries de vodka à s'équiper de matériel informatique pour la traçabilité des bouteilles et pour pouvoir contrôler le degré d'alcoolémie qui est contenu dans chaque bouteille. Et donc en fait il a fait voter cette loi qui est rentrée en application genre 2 semaines après qu'elle a été votée, donc aucune distillerie n'a réussi à suivre. Du coup il y a eu pénurie de vodka, et dans les journaux il a commencé à y avoir des gros titres, alors même les journaux économiques en Russie, etc., parlaient de pénurie de vodka et tout ça, et ça a commencé à être la panique parce que les gens disaient qu'ils allaient plus pouvoir se procurer de vodka, et on a frisé des événements malheureux en Russie uniquement à cause de... Oui. Alors moi j'ai entendu récemment que l'espérance de vie du russe moyen était de 10 à 15 ans inférieure à celle des autres occidentaux à cause de la vodka, quoi, parce qu'il faisait particulièrement honneur au produit national roi. Ouais. Et donc voilà. Ça m'étonne pas. Il y a quand même parce une que leçon là-dedans. Il y a quand même une leçon, et puis voilà, sincèrement, consommer la vodka avec modération, Mais ouais. c'est pas bon du tout. De toute façon, moi je bois pas d'alcool. Voilà. Ce qui n'est pas vodka. Oh putain, alors là j'applaudis. Elle était presque bonne, celle-là. Eh bien, on continue avec une nouvelle qui va désespérer tous les fans nombreux, je le suis sûr, qui écoutent Rage, de Britney Spears. Puisque la demoiselle a été élue la personnalité la plus mal habillée de 2005. Alors, il faut savoir que c'est un Américain qui s'appelle Blackwell, qui depuis 5 ans maintenant fait un top comme ça des personnalités les plus mal habillées. Alors c'est un styliste, Blackwell.
C'est un styliste, créateur de mode autoproclamé, hein, parce que bon, en même temps, il n'a pas non plus une légitimité énorme, si ce n'est qu'il fait quand même ce petit top 50 assez rigolo. Alors dans la liste des personnalités les plus mal habillées, et on comprend pourquoi, il y a aussi alors les deux sœurs Olsen, là, les deux jumelles. Les jumelles. Il y a Jessica je les aime Simpson. bien. Qui sont bien charmantes, les deux petites jumelles. Enfin, il y en a une qui est anorexique, si je ne m'abuse. Oui, Mais elles sont jeunes en plus, non? elles sont, Enfin, elles sont, quoi que elles sont maintenant, encore un elles peu ont 18, jeunettes. 19. Ouais. Bon, c'est bon, elles sont majeures. Oh, bah, bien sûr. Voilà. Pas si elles ont 17. Et donc, Il y a Jessica Simpson, il y a Paris Hilton, enfin voilà, quand même des personnalités qu'on peut qualifier quand même assez de poufiesques. Hein. je crois que là on peut le dire. Paris Hilton, si tu nous écoutes, Et ça, donc, ça n'engage que Thomas. Mais d'assez mimi quand même. Moi, elles sont je toutes t'aime bien, jolies, quoi. tu peux venir si tu veux. Et donc pour Blackwell, tout simplement, l'année 2005 a été une année de chaos dans les garde-robes des personnalités et des stars américaines. En même temps, Britney Spears, c'est pas comme si elle était super habillée. Hein, C'est vrai que ça dépend des clips. voilà. C'est vrai que ça dépend des Là, clips. je pense à un certain clip où elle a quasiment rien sur le corps, par quelques petites perles collées à même la peau. Mhm. Espèce de poufiesque. Merde, rentre à la maison. Poufiesque. Bref. On va continuer avec une histoire d'araignée, une histoire d'araignée qui a vécu. Alors accrochez-vous bien, moi j'ai trouvé ça assez répugnant. Elle a vécu 27 jours dans l'oreille d'une Suédoise. Alors comment sait-elle qu'elle a vécu 27 jours? C'est parce qu'un soir en fait, alors c'était une araignée qui faisait grosso modo la taille de la moitié longue du pouce. Toute petite. Donc assez petite, et en fait un soir elle s'est couchée, l'araignée lui est montée dessus, elle a repoussé au loin, elle s'est endormie, et puis quelques jours après elle a senti comme une gêne dans son écoute, mais elle pensait que bon c'était un bouchon de cire, enfin voilà, et puis ça a commencé à la démanger, à la gratter, donc elle a été en pharmacie acheter du liquide pour se nettoyer les oreilles, et en fait dès qu'elle a injecté dans le truc, l'araignée s'est barrée, mais donc en fait elle s'était installée comme ça légèrement dans le creux de l'oreille, et avait commencé à faire sa petite vie en interne comme ça. Et alors oui, je tiens à rappeler donc que les infos insolites d'Exocet, c'est comme un zapping finalement de toutes les insolites de la semaine, parce que c'est vrai que cette histoire a tourné sur les radios, je l'ai entendu. Bien sûr. Ruki en parlait encore hier avec son équipe notamment, hein, non pas que je sois amateur de la chose, mais donc je suis tombé dessus par hasard, et il parlait de par hasard. Il parlait du coup de l'araignée effectivement, donc nous on fait un zapping comme ça, hein, des meilleurs, et là c'est vrai que c'est quand même assez hallucinant. Bah, oui. On se dit comment elle se nourrissait. C'est clair. Et ce qui est surtout très enfin moi ce qui m'a le plus entre guillemets choqué dans l'histoire, c'est que ça fait bien longtemps qu'on nous répète et qu'on nous rabâche, et on est les premiers à le dire hein, dans Exocet, que tout ce genre de trucs d'animaux qui s'introduisent dans les corps humains, etc., c'est du flan, que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais en l'occurrence, là, ça s'est quand même un peu produit. Alors, elle s'est pas réellement introduite dans le corps, parce qu'elle est sûrement vécue, elle a sûrement vécu à la superficie de l'oreille. Hein, elle a pas creusé à l'intérieur du cerveau. Mais c'est bon, vrai que déjà, ça ressemble à une légende urbaine. Ouais, voilà, il y a un petit côté légende urbaine dedans. Comme quoi, les enfants, il faut vous laver les oreilles régulièrement là. Voilà. Absolument. Tout le temps là. C'est pas bien ça. Écoutez Mika, faut te dire, il y a un petit peu quand même. Autre mauvaise nouvelle, alors ça va foutre les boules à pas mal de gens. Puisqu'un jeune homme de 16 ans a été dernièrement condamné, enfin non pas condamné d'ailleurs, il a reçu un PV tout simplement de la part des forces de l'ordre pour avoir craché par terre. Oula, dans quel pays? En France. Et alors l'amende en question est quand même d'un montant de 135 €. Alors je vous cite la loi donc qui a été violée par ce jeune homme. Il y a eu violation de l'interdiction de cracher dans une dépendance du service public. Donc c'est une loi qui existe depuis Pétain, qu'on n'utilise jamais. Ouais. Mais là, ce mec a dû tomber sur deux flics un petit peu zélés qui connaissaient par cœur le code civil. Toutes les lois depuis Pétain. Voilà. C'est-à-dire que tu peux même pas respirer quand ils sont là. C'est clair. Il faut... Entre 16h et 19h, non, vous n'avez pas le droit de faire ça, monsieur. Non, loi 1902. c'est interdit ça. Quand tu les vois, tu t'arrêtes de bouger. Tu fais comme ça. Ouais, non, mais c'est. Vous avez pas le droit d'encombrer la République là, pas bouger monsieur. Pas le droit de faire le mime entre samedi et lundi. Alors je trouve ça quand même assez fou parce que en plus, alors apparemment le jeune homme en question était quand même quelqu'un de relativement poli et civilisé, puisque quand la police est venue les voir en disant vous avez craché par terre, il a reconnu tout de suite, machin. Enfin en gros il a pas vu le mal qu'il avait fait. Oui, c'est mon crachat, oui. Il a dit je certifie, c'est le mien, bien c'est celui-là. Putain. Et donc 135 € ça fait mal quand même. C'est fou, mais alors pour parler de ces lois obsolètes mais qui existent toujours sur le papier, il y en a une donc qui dit par exemple que les femmes n'ont pas le droit en France de porter des pantalons quoi.
Oui. Et cette loi existe toujours, elle n'a pas été abrogée. Donc, si les flics voulaient vraiment jouer au con, normalement, ils pourraient arrêter une femme et dire attention, vous n'avez pas le droit de porter une. Et en même Une temps, robe, si elle porte une robe trop courte, racolage passif. En gros, C'est clair. tu peux pas t'habiller quand restez t'es chez une vous. femme si tu écoutes toutes les lois. C'est clair. Le trémolo à poil. Voilà, ouais, absolument. Alors pour continuer Comme sur Britney Spears. pour continuer sur les lois un petit peu comme ça bizarres et qui ont un peu ni queue ni tête, en Guinée équatoriale, il est désormais interdit à tout véhicule qui ne sont pas des Mercedes grises métallisées d'être des taxis. Donc grosso modo, si t'as pas une Mercedes grise métallisée, t'as pas le droit d'être chauffeur de taxi, t'as pas le droit de ramener du monde. Alors Qu'est-ce que le discours officiel, c'est que c'est pour lutter contre les accidents parce qu'effectivement en Guinée équatoriale, apparemment, ils ont un parc automobile un petit peu vieillissant. Je pense aussi que c'est rapport aux touristes, pour éviter que les touristes soient trimballés dans des véhicules à la limite de l'attrayant. Ouais. Donc c'est pour redonner un petit peu une image positive du pays. Mais donc du coup, ils ont annulé toutes les licences de taxi. Donc plus personne n'est taxi et tout le monde tous ceux qui voudront redevenir chauffeur de taxi vont devoir d'abord acheter une Mercedes grise métallisée. Et que ce modèle-là, et pour pouvoir repostuler à être chauffeur de taxi. Le problème, c'est qu'en Guinée équatoriale, il n'y a qu'une Mercedes. À peu près. Donc il y aura sûrement à peu près 62 clients par jour dans la même voiture. Mais en plus, en même temps, ils ont vachement réduit le nombre de licences parce que alors, dans la capitale, ils vont distribuer plus que 150 licences de taxi, par exemple. Ce qui est un nombre ridicule quand on... Il doit y avoir une usine de Mercedes qui vient de s'implanter en Guinée. Ouais, à comme mon par avis, hasard. il y a un Ouais. accord comme ça. C'est Oui, oui. vraiment très très curieux, Ah oui, ça effectivement. pue un petit peu. Les parce livreurs de que- pizza ne doivent être qu'en Vespa maintenant. Voilà, parce que c'est ça, c'est le fait qu'ils imposent une marque effectivement qui est étonnant, parce qu'ils pourraient dire les chauffeurs de taxi doivent avoir une grosse cylindrée de marque allemande, par exemple, mais peu importe la marque allemande, quoi. Voilà. Là, c'est vraiment spécifié, puis il y a même la couleur, quoi. Et donc c'est la totale. Et puis cette histoire intéressante qui a dû ravir pas mal de passagers, puisque ça s'est passé du côté de Cancun, à l'aéroport de Cancun, où une jeune femme de 22 ans, alors décrite dans la nouvelle comme étant une véritable beauté slave, hein, puisque c'est une grande blonde aux yeux bleus, n'avait plus d'argent pour payer son billet de retour. Elle a dû faire trop la fête à Cancun, elle a claqué Ouais. toute sa thune. Du coup, pour revenir, elle a décidé tout simplement de faire un striptease dans l'aéroport. Pas mal. Et donc, elle s'est fait payer par une dizaine de passagers qui l'ont maté. Jusqu'à ce que la police arrive pour l'arrêter, tout simplement, Trop et fort. la ramener, l'arrêter parce qu'on fait pas Oui, des oui. striptease au milieu des aéroports. de Pour toute la ramener façon. dans le poste. Voilà. Oui, bah venez par là, madame. Vous avez pas le droit de faire ça là. Après ils s'arrangent comme ils veulent, mais donc voilà, et donc va vous le à payer, donc. Cancun, il suffit d'être patient. Il y a des jeunes filles de 22 ans comme ça qui font des striptease pour partir de l'aéroport. C'est Pas mal. Je vais attendre auprès des arrêts de bus, peut-être à la route de Montfavet. S'il y a des gens qui n'ont pas leur Oui, mais billet. en même temps, l'arrêt de bus, je sais pas si c'est des beautés slaves. Hein, en même temps. Ouais, et voilà, Ça ouais. peut que ce soit Et des. en plus, pour peu que t'attendes trop longtemps, tu craches par terre, paf, t'es embarqué, 135 €, t'as rien gagné. Et puis La dernière, la petite et dernière. puis une là, petite dernière. Alors c'est une toute nouvelle Barbie qui est sortie. Alors c'est pas une Barbie justement, c'est une Foula. Alors je sais pas comment on la prononce. Foula. Je ne sais pas comment. C'est une Barbie slave qui se déshabille. Alors justement non pas du tout. Alors je sais pas comment on le prononce. Justement c'est une Barbie islamique. C'est-à-dire qu'elle est entièrement vêtue. On voit jamais une seule partie de son corps qui se dévêt. Elle a pas de mari, donc c'est-à-dire qu'il y a pas de ken islamique, hein, comme il y a un ken pour Barbie. Et en fait, elle cartonne en ce moment dans pas mal de pays musulmans parce que plus proche des valeurs inculquées par la religion et par certains intégristes qui vont parfois un peu loin. Incroyable. Donc une Barbie voilée, quoi. Une Barbie voilée, tout simplement, en habit traditionnel. Foula. Ouais. Et elle s'appelle la Barbie Foula. Alors je pense qu'on ne la prononce pas comme ça. Là où tu veux. Mais voilà quoi. Et donc tout ça pour dire qu'on vit quand même dans un monde bien bizarre des fois. je C'est trouve. quand même assez étrange. Bah écoutez, c'est sur cette petite note de Foula qu'on va se quitter, qu'Exocet se termine pour ce soir. Et voilà, restez sur Rage. Merci à vous. À bientôt. Ciao.